Collaboration avec M. Bonneville de Prévention Suicide de Languedoc-Roussillon que nous avons pensé à instaurer cette conférence sur un thème bien particulier qui est le suicide et dans le cadre des 7e journées de prévention suicide qui sont des journées nationales qui ont lieu tous les ans. Je remercie bien sûr le docteur Robert Bress d'avoir accepté sans aucune réticence et avec beaucoup de générosité de participer et d'être le principal animateur de cette soirée. Alors, 2 mots sur cette association SOS Amitié. Bonsoir à tous et à toutes. Prévention Suicide Languedoc-Roussillon était une association créée il y a une dizaine d'années avec le regroupement de différentes associations comme Alma, Parents Brisés, Jonathan Pierre Vivante, Astrée, avec la mission de sensibiliser la région à la prévention du suicide. Je suis très contente, très heureuse d'être avec vous ce soir et je vois que le thème qui va être développé et l'échange que nous allons avoir intéresse beaucoup de citoyens et ça j'en suis réjouie. Tout d'abord je voudrais excuser Madame le maire et Monsieur Jacques Touchon parce que s'il est président effectivement de l'association Prévention du Suicide, en même temps il faut savoir que Jacques Touchon est l'adjoint au maire à la santé de la ville de Montpellier et donc je travaille avec lui. Je voudrais... Oui. Donc effectivement, quand on m'a proposé de venir parler, enfin bon, c'est monsieur Bonneville, de parler de la question de l'adolescence, du suicide et tout ça, je me suis lancé dans une déclinaison un peu de tout ça. Je me suis dit, on pourrait peut-être parler des addictions aussi, voilà. Et je me trouve là maintenant relativement embêté parce que le rapport entre l'addiction et le suicide est un rapport qui n'est pas évident à cerner, je dirais, hein, même si on pressent qu'il y aurait un rapport entre ces deux phénomènes-là. Donc ce que je veux... J'ai préparé une espèce de petit plan comme ça, c'est de me dire, après tout, on va parler de adolescence et addiction dans un premier temps, avec un certain nombre de remarques. La première remarque, c'est que, a priori, adolescence et addiction sont des termes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont antinomiques. Puisque le terme adolescence renvoie à un mouvement, à une dynamique, à une éclosion d'un sujet. Hein, ce qui est important avec les ados, c'est qu'ils se présentent de manière diverse, mais ce qui nous intéresse, nous adultes, qu'on soit parents, professionnels de l'éducation nationale, professionnels de santé, enfin voilà, ce qui nous intéresse, c'est l'adolescent, c'est l'adulte que cet adolescent va devenir. C'est ça c'est au nom de ce qu'il sera qu'on intervient auprès de ce qu'il est. Hein. Et je me souviens, enfin, une petite anecdote, quand j'étais étudiant en médecine, j'étais en chirurgie et en chirurgie infantile. Et il y avait un chirurgien remarquable qui opérait des pieds beaux, des trucs comme ça, enfin, des malformations du pied chez des nourrissons. Je me demandais comment il arrivait à opérer parce qu'ils étaient difficiles d'y voir quelque chose, quoi, hein, c'était tout petit. Et ce qu'il disait, c'était que pour lui, son intervention, il essayait de la faire de telle manière que certes l'enfant puisse se tenir debout rapidement, mais surtout, me disait-il, c'est qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, cet homme qu'il sera, ou cette femme qu'il sera, pourra marcher. Il me disait donc qu'il faut qu'on intervienne à la fois pour un soulagement peut-être immédiat, mais surtout dans un investissement sur un avenir. Et je crois qu'avec les adolescents, notre souci, c'est bien de s'intéresser à lui, à ce qu'il nous montre, mais je dirais à l'ombre portée de lui-même, ce qu'il va devenir. Et ce qui va éclore de ce mouvement-là. Alors que quand on parle du terme d'addiction, l'addiction renvoie à toute autre chose. L'addiction renvoie à la répétition du même comportement, renvoie à une fixité, renvoie même à ce qu'on pourrait appeler
en faisant un néologisme, qu'on pourrait appeler une inclusion. Le mot inclusion n'existe pas, c'est moi qui l'invente. Il existe un synonyme, ça c'est le Maelstrom. Mais Maelstrom, c'est un mot qui il me parle pas, ce mot-là. Hein. Donc, par contre, inclusion me parle parce que c'est un mouvement, mais au lieu d'être un mouvement d'ouverture, c'est un mouvement de fermeture. Hein. Et je crois que l'addiction renvoie à ça, hein, quelque chose qui se répète, quelque chose qui s'enferme, quelque chose qui va vers, je dirais, un rétrécissement du sujet de plus en plus important. Donc, a priori, addiction et adolescence, on se dit, ça n'a rien à voir avec, ensemble. Hein. Et pourtant, ces deux notions se combinent malheureusement, je dirais, se combinent malheureusement. D'abord, parce que la plupart des addictions débutent, si je puis dire, à l'adolescence. C'est là qu'on a des comportements dont on se dit qu'ils sont des comportements de répétition comme ça, qui peuvent devenir des addictions. Et donc on est frileux. Beaucoup de parents ont peur parce que leurs enfants commencent sur Internet à rentrer dans des réseaux sociaux, commencent à trouver des jeux en ligne, commencent à goûter à ça. Et la grande peur, c'est, mon Dieu, il va peut-être rester complètement addict, puisqu'on parle d'addiction aux jeux vidéo, par exemple. Voilà. Donc on a un peu peur, on n'a pas peur qu'il joue avec des jeux vidéo, on a peur qu'il ne fasse que ça, et que ça devienne une véritable addiction. Voilà, donc l'addiction, ça renvoie donc à cet enfermement, et ça débute en général donc à l'adolescence. Et bien évidemment, il y a d'autres types d'addictions qui débutent à l'adolescence, celles qui sont un peu les paradigmes, les modèles de ces addictions, ce sont les addictions à des produits psychotropes, et notamment l'addiction au cannabis, l'addiction au tabac, l'addiction à l'alcool, l'addiction à tout un tas de substances que notre monde met, je dirais, à portée des ados, et donc souvent les ados se servent, puisqu'on leur propose, ils le prennent. Et une autre addiction qui démarre aussi à l'adolescence, je dis ça peut-être de manière un peu de provocation, parce qu'après tout, on peut aussi provoquer, à l'adolescence démarrent aussi des addictions comme les addictions au sport, voire les addictions au travail scolaire, mais ça en général les parents s'en plaignent pas. Ma fille me disait, une mère, elle était très inquiète pour son fils qui fumait de temps en temps du cannabis, donc elle me disait attention, il est peut-être addict, docteur et tout ça. Et c'est pas comme sa sœur et tout ça. Sa sœur, elle passe des heures à travailler, elle est toujours en train de travailler. Il faut parfois qu'on l'oblige à éteindre dans sa chambre à 4 heures du matin parce qu'elle est encore à travailler. Je lui disais, vous êtes sûr que c'est le fumeur de cannabis qui est addict, hein? Ma fille, elle sort jamais, même pendant les vacances, elle emportait des trucs. Enfin, je me dis, bon, voilà. Mais c'était une addiction, je dirais, qui était valorisée, qui était socialisée. Voilà. Donc les addictions démarrent à l'adolescence et provoquent un phénomène assez étonnant, c'est que l'adolescent devient non plus sujet de son comportement, acteur de sa vie, vous disiez, mais il devient objet. Il devient objet de prévention, il devient objet de soins, il devient objet de répression, il devient objet de rééducation, on ne le considère plus comme un sujet à traiter, mais comme l'objet d'une préoccupation ou d'un intérêt de la part des parents. Alors bien évidemment, l'adolescent va résister là-dessus. Il y a une jeune fille là, qui nous pose énormément de problèmes actuellement, puisqu'elle a décidé qu'elle voulait mourir. Voilà. Mais elle ne voulait pas mourir de mort violente, elle voulait se laisser mourir de mort lente. Donc, alors, est-ce qu'elle est suicidaire? Pas d'acte suicidaire, elle se laisse dépérir comme ça, et elle envoie balader tout le monde, moi y compris, et souvent le premier, je dirais. Voilà. Et donc, il n'y a pas longtemps, elle me disait, mais pourquoi vous ne me laissez pas mourir en paix? Et elle me dit, qu'est-ce que c'est que ce pays, la France, où on ne peut pas, vraiment, quand on est citoyen, mourir en paix. J'étais très embêté, parce que j'avais une phrase comme ça que je voulais dire, sauf à répondre par une pirouette, en lui disant, tu as raison, on est un drôle de pays,
Et si on est là à intervenir auprès de toi, c'est au nom de la Constitution française de 1792. Quoi. Liberté certes, hein, égalité certes, mais fraternité. Hein, et c'est au nom de la fraternité que je ne peux pas te laisser mourir et qu'on ne peut pas... Voilà. Donc c'est pas des histoires de psychiatres, c'est pas des histoires, c'est effectivement un pays qui a promulgué cette fraternité qui fait qu'on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça dans la brouisse et dans le désespoir ou dans la non-vie. Hein, voilà. Alors j'ai dit, c'est dommage, pour toi, tu aurais peut-être mieux fait d'être dans un autre pays, là, on t'aurait mis sur une île déserte et puis on t'aurait laissé mourir tranquille. Elle me dit, ah ben non, moi je ne veux pas être sur une île déserte, je vais être avec les autres. Je dis, comment ça, tu vas pas? Un pays qui n'a pas la fraternité, ils ne vont pas nourrir une bouche inutile, quoi. Oui, mais d'accord, mais docteur, je ne mange pas beaucoup. Enfin, on a commencé à sortir un petit peu de la dispute, je dirais, sur je veux mourir, et moi qui lui répondais non, tu ne vas pas mourir, enfin tu mourras, mais tu mourras, comme on dit, de ta belle mort, hein, après avoir vécu, quoi. Hein, comme disait Jean Tardieu, je crois, si je meurs, c'est d'avoir vécu. Hein, mais mourir sans vivre, ça n'existe pas. Voilà, il faut d'abord avoir vécu, et donc je te demande de vivre le temps qu'il faut pour mourir ensuite à ton heure, comme on dit. Voilà. Voilà, donc les addictions démarrent à l'adolescence, et l'adolescent est objet. Hein, et se trouve de moins en moins sujet, et a l'impression de ne pas être entendu en tant que sujet, quitte à forcer le trait, forcer la voix, et à rentrer dans des bras de fer absolument embêtants. La deuxième similitude, je dirais, entre adolescence et addiction, c'est que il s'agit l'un et l'autre, hein, le groupe des ados et le groupe des addicts, ce sont des groupes qui sont très hétérogènes. C'est-à-dire que deux addicts ne se ressemblent pas. N'ont pas les mêmes motivations, n'ont pas les mêmes comportements, n'ont pas les mêmes histoires, et deux adolescents ne se ressemblent pas non plus. Quand on s'occupe d'adolescents, on s'aperçoit qu'on est devant un paysage excessivement hétérogène. On a des adolescents qu'on trouve très mûrs, d'autres beaucoup moins, d'autres... et pourtant, dans le langage et dans les faits, on traite ces deux groupes comme s'ils étaient homogènes. Comme si tous les ados étaient pareils, comme si tous les addicts étaient pareils. Et je crois que c'est déjà donc une des caractéristiques, une des ressemblances entre ces deux groupes, c'est déjà ça. Donc on les définit par des critères complètement extérieurs à leur histoire, à leur vie. On définit les ados par un âge. À quel âge, me dit une ado, à quel âge on devient adulte? Et j'ai dit, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas, je ne vais pas te dire. Ou alors, si je te dis dans 18 ans, ben, ça veut dire que comme elle est née le 8 juin, je crois, ben, je dis jusqu'au 8 juin, j'attends un peu, puis le 8 juin, c'est youpi, youplala, la liberté, tu es adulte, quoi, tu vois. Non, hein, il n'y a pas... les critères d'âge est un critère complètement extérieur au monde des ados, et complètement arbitraire, hein, amené par notre système culturel. Et pareil pour les addicts. Hein. À quel moment on est addict, hein. On a tout un tas, enfin moi qui suis addict au tabac, je vous rassure. Hein. Et enfin, je vous rassure, je ne sais pas si ça vous rassure. Enfin voilà. Et, je me rappelle quand j'étais relativement jeune, où j'ai démarré mon addiction, on me disait qu'un tabagique était quelqu'un qui consommait au moins 10 cigarettes par jour. C'était ça, un tabagique. À 9 cigarettes, vous n'étiez pas tabagique, vous étiez consommateur. Et maintenant, la définition est beaucoup, elle a complètement changé, puisqu'on dit que maintenant, on est addict au tabac quand on fume 1-2 cigarettes par jour. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on pouvait très bien se dire, après tout, il y a une marge qui va. Un peu comme un peu avec l'alcool, quoi. Hein. Un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Quoi. Ce qui fait que j'ai une petite marge qui me permet de consommer sans rentrer dans la définition sociale, hein, de ce groupe particulier qu'on appelle, en l'occurrence, là, les alcooliques. Donc, des groupes qui sont définis donc, de manière un petit peu hétérogène. Exactement comme pour le groupe des addicts, hein,
qui lui aussi est défini par le fait qu'il consomme. Hein, là encore, vous allez penser que je suis un coupeur de cheveux en 4 depuis tout petit. C'est vrai, je suis un coupeur de cheveux en 4 depuis tout petit. C'est ma maman qui m'a appris ça tout petit. Donc j'ai une addiction, c'est de couper les cheveux en 4 dès que j'en vois un. Et donc, le truc, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé avec un jeune qui consommait de l'alcool, mais de manière très étonnante, à tel point que les alcooliques ne le reconnaissaient pas comme un des leurs. Il s'injectait du pastis dans les veines. Voilà. C'était un alcoolique, puisqu'il consommait de l'alcool. Mais la manière de le consommer faisait qu'on le rangeait plutôt du côté des toxicomanes, parce qu'à l'époque, on faisait une différenciation parmi les alcooliques et les toxicomanes chez les addicts. C'est-à-dire qu'on voyait là la limite d'unifier un groupe à partir du produit qu'il consomme, hein, puisque la manière de consommer venait là montrer qu'il y avait quand même une différence forte. Alors, autre chose qui fait que les deux notions adolescence et le groupe des addicts se combinent, c'est que quand on parle d'eux, on souligne des singularités caractérielles qui sont similaires. Hein, la fameuse impulsivité, l'impulsivité de l'adolescent qui va avoir une espèce d'explosion émotionnelle, hein, quasi délirante d'ailleurs, hein, parce que moi, je rencontre parfois des ados, enfin je pense à un qui me disait mon prof de maths m'a tué, je ne suis plus en cours, il m'a complètement assassiné, mis en charpie, je ne vais plus en cours, il m'a fait la honte, c'est pas possible. Bon. Il se trouve que je connaissais le prof de maths, donc un jour je rencontre mon ami, non, et je lui dis, dis-moi, tu as assassiné un jeune là, dernièrement, là, et donc il m'a dit lequel, alors, je donne son prénom, il savait que je le suivais, donc il n'y avait pas de... Et lui, il ne se rappelait même pas. Et puis un moment, après réflexion, il s'est dit, ah oui, c'est vrai, il m'a rendu un devoir, je lui ai dit que c'était pas bon ça, enfin c'était nul, voilà. Mais c'est nul, quand on dit à un adolescent, il le prend avec une telle sensibilité que pour lui, il vit ça comme un véritable traumatisme, une agression. Hein, voilà. Donc il y a cette espèce d'hypersensibilité qui fait que parfois il est excessivement impulsif, comme il fallait vite faire les choses. La deuxième caractéristique qu'on retrouve chez les addicts comme chez les ados, c'est le passage à l'acte. C'est le passage à l'acte et en particulier une forme de passage à l'acte, celle que j'appelle de type 1, parce que comme ça c'est plus simple, parce que dès qu'on commence à rentrer dans le domaine des passages à l'acte, il y a des gens qui vont dire qu'il y a une différence entre la mise en acte, le passage à l'acte, le passage par l'acte, le passage, l'acte de passage et l'acting out. Voilà, donc il y a tout un tas de trucs, il suffit qu'on ne se comprend pas. Là, il s'agit de type 1. Le type 1, c'est comment me débarrasser de quelque chose qui m'embarrasse. Hein. En d'autres termes, pour un ado, c'est comment faire qu'on ne me prenne plus la tête. Voilà. C'est-à-dire, je suis devant une contradiction. Cette contradiction, plutôt que de la penser, je préfère l'effacer. Hein, et je passe à l'acte, et du coup, les gens ne me parlent plus de la contradiction dans laquelle j'étais, ils me parlent de l'acte que j'ai posé, et là, je suis tranquille. Hein, j'ai mis une espèce d'écran, je ne me prends plus la tête avec ça. Voilà. Les addicts sont réputés aussi pour leur impatience, hein, et leur capacité de passer à l'acte eux aussi. Autre caractéristique, je vais parler d'impatience, d'imprévisibilité, hein, c'est-à-dire que on est là devant quelqu'un, on croit qu'il va être tranquille dans sa chambre et tout ça, enfin l'ado, et bingo, on entend un bruit, il s'en va avec son scooter, on se demande où il va, sans prévenir, sans rien, enfin une espèce d'imprévisibilité qui fait que on est relativement inquiet puisqu'on a du mal à anticiper sur ce qu'il peut faire. Hein. J'ose pas dire ça à mon fils parce que je ne sais pas comment il va réagir. Et quand je ne sais pas comment l'autre va réagir, eh ben, j'ai du mal à dire les choses et je préfère parfois ne rien dire plutôt que de risquer de provoquer un comportement que je n'arriverai pas à maîtriser parce que j'ai du mal à l'anticiper. Pareil avec les addicts. Et puis il y a ce fameux mot qui revient tout le temps,
qui s'appelle l'intolérance à la frustration. Les ados sont intolérants à la frustration, on le dit, mais comme c'est un groupe hétérogène, je suis sûr que vous connaissez tout un tas d'ados dont vous dites finalement ils ne sont pas si intolérants à la frustration que ça, mais c'est évident, ils ne sont pas tous pareils, mais on les décrit comme ça. Hein. Et les addicts sont également intolérants à la frustration. Alors juste une petite précision par rapport à ça, c'est que quand on parle d'intolérance à la frustration, on utilise un mot et on enlève de ce plus. Il y a une expression que les ados le disent beaucoup mieux que moi, c'est pour ça que je vais les citer. Un ado vous dit jamais « je vais très bien ». Quand on dit « je vais très bien », ça veut dire que je pourrais aller mieux, que très bien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Vous rencontrez quelqu'un, comment vas-tu? Très bien, ben, très bien, ça, on ne sait pas si il va bien à 15%, à 40%, 50%, 80%. Quoi. Un ado vous dit « je vais trop bien ». Je vais trop bien. Trop, ça veut dire que je vais bien à 100%. Il y a une ado qui m'a dit quelque chose, qui m'a fait un cadeau magnifique. Elle me dit un truc, elle me disait « je manque d'un trop-plein d'amour ». Elle manque d'un trop-plein. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais avoir trop d'amour, et comme j'ai pas trop d'amour, eh bien, je me sens en manque. Mais je me sens en manque de quelque chose que je n'avais pas. Quelque chose, on me prive d'un plus de jouir, on ne me prive pas de quelque chose, on ne me prive pas d'un plaisir. Donc vous avez l'intolérance à la frustration, oui, mais à condition qu'on se dise, attention, la frustration, c'est manquer d'un trop-plein, pour reprendre l'expression de cette jeune fille. Autre similitude, je dirais, entre les deux groupes, c'est qu'ils ont souvent le même rapport au langage. Et là, j'ai essayé de ne pas être trop long, parce que si je commence déjà la première ligne à faire plein de commentaires, mais enfin, pas le même rapport au langage. Le langage, chez les adultes comme chez les ados, est en fait un langage codé. Ce sont des signes. Depuis longtemps, chaque fois qu'on écrit un bouquin sur l'adolescence, à la fin du bouquin, il y a un lexique qui permet de dire que quand un ado dit « j'ai la patate », ça veut dire qu'il a la pêche, donc il est en forme. Quand un ado dit MDR, ça veut dire que ce qu'on dit est ridicule et tout ça. Quand il dit LOL, ça veut dire qu'il est content. Donc il y a des trucs. Alors que dans le langage adulte, quand des adultes parlent, on ne donne pas un lexique, on donne un dictionnaire. Et le dictionnaire vous dit que tel mot veut dire telle chose, mais peut vouloir dire autre chose, il va voir le contexte et tout ça. C'est-à-dire que le dictionnaire amène de l'interprétation, alors que le lexique renvoie à un déchiffrage. Et je crois que le langage ado est un langage codé, c'est-à-dire un langage qui demande un déchiffrage, uniquement, pas une interprétation. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs des intervenants psychothérapeutes, psychiatres, tout ça, auprès des ados, c'est que l'ado nous parle, on a tendance, nous, à vouloir faire une interprétation de ce qu'il nous dit, alors que, et lui nous regarde complètement étonné, d'un air de dire, mais le psychiatre délire, quoi, je dirais. Quand un jeune me dit, j'ai rêvé, tout ça, il y avait une voiture bleue qui passait, moi je lui dis, ah tiens, pourquoi bleu? Alors, un adulte me dira, oui, bleu, tiens, c'est vrai, bizarre, oui, ça me rappelle quand j'étais petit, j'avais une chambre bleue et tout ça, enfin, et donc il me parle quand il était petit. Donc ça marche avec l'adulte. Avec l'ado, il va me dire bleu parce que bleu, quoi. J'ai dit bleu, enfin, j'aurais dit rose, c'était pareil, quoi. Sauf qu'elle était bleue, donc j'ai dit bleu. On a beau lui dire, oui, bleu, pourquoi bleu, et tout ça, enfin, il nous regarde, mais en se disant, l'autre, il est fou, alors il faut qu'il se calme. Il fume un joint, ce psychiatre, qui revienne un petit peu dans notre monde, quoi. Voilà, donc c'est le même rapport au langage qu'il y a. Et c'est pour ça que la communication parfois avec les ados est compliquée. C'est que nous, adultes, on essaye de parler en utilisant ce qu'on appelle des signifiants, c'est-à-dire des mots qui renvoient à des signifiés différents suivant le contexte, suivant la donation parfois du même mot. Ça veut dire une chose, ça veut dire son contraire, alors que l'ado parle avec des signes. Et ce qui fait que parfois la communication est difficile parce qu'on a l'impression qu'il n'a rien à dire et lui a l'impression qu'on ne le comprend pas ou qu'on essaye de comprendre des choses qu'il ne dit pas et ça l'embête.
Voilà. Alors, de toute façon, le rapport il y a donc des similitudes entre ces deux groupes, ados et addicts, et il y a des addictions qui démarrent à l'adolescence, et il y a des adolescents qui sont addicts. Et quand on dit des adolescents qui sont addicts, il va falloir là encore essayer de préciser un peu les choses, c'est-à-dire que vous avez dans l'addiction ce qu'on appelle des conduites addictives. Une conduite addictive, c'est une conduite qu'on a tellement répétée qu'on n'en connaît plus le sens. Hein, pour éclairer ça un peu rapidement, un alcoolique que je rencontrais me disait qu'il en avait marre qu'on lui demande pourquoi il était alcoolique. Il n'en savait plus rien. Il n'en savait plus rien. Et il disait je suis alcoolique parce que je suis alcoolique. Voilà. Et un alcoolique, ça voit, et moi je vois, donc je suis alcoolique. Ça, il l'avait compris, il l'avait entendu. Mais la question de pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'un jour il est devenu alcoolique, c'était quelque chose qui avait été complètement effacé par la répétition. Mais je suis sûr que vous tous, chacun d'entre vous, il y a des comportements que vous répétez et tous les jours, et vous ne savez plus pourquoi vous le faites, quoi. On le fait parce qu'on le fait. On le fait parce que c'est comme ça, et on le fait depuis longtemps. Et puis des fois, on se dit, bah, tiens, c'est vrai, si j'investissais un peu pourquoi je le fais, ben, je pourrais éventuellement changer. Mais on a l'impression que c'est, comme on dit, la force de l'habitude. C'est ça la conduite. Hein. C'est quelque chose qui est déterminé pratiquement entièrement par ce d'où je viens, hein, ce dans quoi je suis inscrit. Et puis vous avez ce qu'on appelle les pratiques addictives. Une pratique addictive, c'est un comportement qui se répète, mais un comportement qui se répète dont le sujet attend quelque chose. Hein, si on prend par exemple la différence entre une conduite sportive, c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a des escaliers, il faut qu'il les monte en courant, dès qu'il y a un champ, il faut qu'il court, enfin, il ne sait plus pourquoi il court. Il court parce qu'il court, voilà. Alors que un autre, qui va courir avec lui, va dire que lui, il court pour perdre quelques kilos, pour mieux respirer, parce que... voilà. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va attendre quelque chose de sa course, et l'autre qui ne sait pas qui ne sait pas pourquoi il a fait, finalement. Hein. Alors, dans les pratiques addictives, vous voyez donc, on peut, dans ce cas, comme la plupart des ados, quand même, sont plutôt dans des pratiques que dans des conduites, on peut les interroger non pas sur pourquoi tu consommes, on peut éventuellement leur dire, mais leur dire, finalement, qu'est-ce que tu en attends? À quoi ça te sert? À quoi ça te sert, cette affaire? Et là, on a des ados qui arrêtent de nous parler ou de cannabis, ou de jeux vidéo, ou de trucs comme ça, mais qui nous parlent d'un certain nombre de choses, enfin, de rêves, de désirs, de fantasmes. Et là, ça paraît plus intéressant parce que on peut, y compris à ce moment-là, les aider à modifier leur pratique sans modifier leur attente. Un jeune qui me dit, moi je prends des produits parce que j'ai envie d'être à l'aise avec les gens, ben, je comprends que c'est un objectif tout à fait intéressant, c'est bien d'être à l'aise avec les gens. Donc comment l'aider à être à l'aise avec les gens sans être obligé de passer par ce type de pratique. Vous voyez, donc et là, il peut entendre ce qu'on lui dit parce que c'est censé. C'est censé pour lui, ça a du sens, il sait à quoi ça peut lui servir. Et alors quand on interroge les gens dans leur pratique addictive, on s'aperçoit que finalement, les mêmes ados qui se ressemblent et qui consomment, et qui ont des pratiques addictives, eh bien, ils ne consomment pas finalement la même chose. Il y en a qui cherchent un effet directement dans la molécule, hein, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un produit, une molécule par exemple, ou une pratique qui va leur permettre de faire un véritable voyage à l'intérieur d'eux-mêmes, une véritable exploration d'eux-mêmes. Hein, je me fais des chaleurs, disent certains, où je me provoque des montées d'adrénaline, parce que la montée d'adrénaline, ça fait palpiter le cœur, ça fait tant que du coup j'ai mon cœur, ça fout la diarrhée, et du coup je m'aperçois que j'ai des intestins, des trucs comme ça, et je fais fonctionner tout ce corps-là, cette espèce de corps que j'ai du mal à domestiquer, parce que c'est un corps qui m'est arrivé là avec l'adolescence, que je ne connais pas suffisamment. Donc je vais l'explorer. Et un moyen de l'explorer, c'est d'essayer de chercher des expériences, et notamment des expériences dans des produits ou dans
dans des conduites à risque, dans voilà, une espèce de répétition comme ça, d'expérimentation. Une autre façon un autre élément que peuvent consommer, c'est des rituels. Je vais consommer un tas de rituels, et ces rituels, ça me permet d'être à l'abri du désir. C'est ce qui me paraît intéressant, c'est que on utilise tous ça, encore une fois, même sans... Je ne dis pas qu'on est tous des ados addicts, et tout ça, mais on a de temps en temps besoin d'un certain nombre de rituels qui nous permettent de ne plus penser à un certain nombre de choses. Quand on se prend la tête, quand on est en difficulté dans le boulot, qu'on a des décisions à prendre, quoi que ce soit, c'est vachement bien d'aller prendre une raquette et jouer au tennis, où là, on n'a plus qu'à vérifier que la balle tombe avant ou après la ligne, je dirais. Et on se prend la tête là-dessus, on vérifie, on se dispute éventuellement avec l'autre, mais pendant tout ce temps-là, on a échappé à tout un tas de questionnements. Mais le rituel, ça peut être des rencontres avec des amis, autour d'un cocktail, autour de ça, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de me soustraire à la question du désir pour bien m'inscrire dans un espace de règles. Donc l'adolescent va utiliser ces rituels, là encore, comme une espèce de répit. Au moins, pendant tout ce temps-là, je ne me prends pas spécialement à la tête. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et puis ensuite, vous avez... dans les consommations, dans les produits, des représentations, là encore. C'est-à-dire que je vais utiliser un produit parce que ce produit représente un certain nombre de choses pour moi. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez embêtant, contre-productif, comme on dit parfois. Quand j'entends, par exemple, un certain nombre de gens qui disent, soit à la télé, soit à la radio, soit dans les journaux, que 80% des jeunes de 15 ans ont fumé du cannabis, je me dis, attention, un jeune qui a bientôt 15 ans, qui sait qu'il va avoir 15 ans, et qui voit ça, il se dit, merde, il va falloir que je fume du cannabis. Sinon, je resterai... Donc les représentations, c'est important. J'avais fait un coup vache, comme ça, des élèves de terminale dans un lycée de Montpellier, c'est professionnel, et on va demander de venir parler du cannabis. Encore une fois, un défi, quoi. Et il y avait dans la salle l'union des consommateurs qui était là, quoi, je dirais, là, avec y compris quelques dealers, et puis des gens qui étaient un peu largués, qui étaient ceux qui n'avaient pas consommé, quoi. Bon, les autres les regardaient de haut, toi t'es pas concerné, la conférence elle est pour nous, elle est pas pour nous, non pas pour apprendre un certain nombre de choses, mais pour critiquer ce que cette espèce de mec vient nous raconter, quoi. Et j'avais l'impression que je passais, moi, presque à la Starac, quoi, et que à un moment, où à la fin de mon topo, les jeunes allaient me sortir une note, 2, 3, enfin, voilà, bon. Donc je me suis dit, je suis dans un truc contre-productif, puisque je suis en train de donner la vedette aux gros consommateurs au nom de la prévention. Vous voyez, donc j'aurais fait un coup bas, parce que je suis pas toujours très honnête, je me fais un coup bas, et je leur ai dit que j'avais lu dans JAMA, et ceux qui me connaissent savent que quand je fais référence au journal américain de médecine, c'est bidon parce que je ne le lis jamais. Donc, ça, les jeunes ne le savaient pas. Donc j'ai lu dans JAMA une enquête sur l'usage du cannabis dans les établissements scolaires en France, et enfin en Europe et notamment en France, et qui disait que la consommation de cannabis était surtout importante en troisième, voire en seconde, et qu'après elle descendait de manière très très nette en première et en terminale. Je vous assure, j'ai renversé la salle. C'est-à-dire que les non-fumeurs commençaient à regarder le groupe des fumeurs comme ça, en les traitant de minots, retourne au collège, enfin tout un tas de trucs. Je leur ai cassé la baraque. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient consommé une représentation, et brusquement, cette représentation ne représentait plus collectivement ce qu'ils en attendaient. Alors le terme de représentation m'intéresse aussi, puisque représenter, c'est me présenter à nouveau. Je vais prendre quelque chose qui me permet d'être présent. Une représentation, c'est quelque chose qui permet d'être présent, même si c'est sous une forme déguisée, mais au moins je suis là. Je vais un peu plus vite. Alors, quand on parle d'usage addictif,
Je parlais de l'addiction tout à l'heure à la scolarité, par exemple. Les parents ne s'en inquiètent pas parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de risque. Du moins, ils n'en voient pas le risque. Ce qui gêne dans certaines addictions chez les jeunes, c'est qu'on se dit il y a du risque. Et on rentre là encore dans un truc un peu compliqué, c'est que on va là encore faire une petite différenciation où entre ce qu'on appelle les conduites à risque, mais les conduites à risque, il faut presque l'entendre avec un A privatif. Une conduite à risque, pour un ado, c'est une conduite qui n'a pas de risque. Il est dans le déni. Et on a beau lui dire quel est le risque, lui il dit non, il n'y en a pas. Je fume comme tout le monde, je fais des jeux vidéo comme tout le monde. Je connais des gens qui sont passés chez Ardisson ou chez Ruquier, qui ont dit qu'ils fumaient du cannabis. Et ils sont des gens bien et tout ça. Enfin, tu serais contente, ma part, à un moment, que je sois comme ce monsieur-là plus tard. Oui, évidemment. Sauf que s'il est devenu ça, c'est pas parce qu'il a fumé du cannabis. C'est devenu ça, c'est pour tout un tas d'autres raisons. Encore, excuse-moi, ça fait un petit truc, mais une chanson des Léo Ferré qui compare quelqu'un à Garcia Lorca. Quelqu'un en question, c'était Franco, enfin, voilà, et qui disait tu n'es pas Lorca, tu es sa rature. C'est sûr que Lorca faisait des ratures de temps en temps, mais c'est pas parce qu'il faisait des ratures qu'il écrivait. Donc je peux m'identifier à Lorca faisant des ratures. D'ailleurs, là encore une petite histoire personnelle. Je regardais il y a très longtemps un match de tennis avec ma fille qui à l'époque était petite, et il y avait un joueur de tennis qui s'appelait Mats Wilander, qui avait gagné Roland Garros d'ailleurs, et Mats Wilander, qui est un très bon joueur, qui à un moment monte au filet, prend la balle et la met lamentablement dans le filet. Et là, un coup lamentable. Et moi, je me suis entendu dire, pris dans le truc, mais moi aussi je sais faire ça. Et ma fille qui disait ensuite à des amis, mon père, il joue comme Mats Wilander. Il arrive à monter au filet, mettre la balle dans le filet. Lamentablement, lui aussi. Donc, s'identifier à l'autre, c'est pas s'identifier sur la faille de l'autre, ou la coquille, ou la rature de l'autre. Voilà. Donc les ados sont un peu dans le déni, dans ces conduites à risque. C'est-à-dire, je fais comme si je ne veux pas entendre parler de risque. Le psychiatre Balint disait à propos d'eux que c'était des ocnophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment bien s'accrocher. Un ocnophile, c'est quelqu'un qui n'aime pas la nouveauté, qui veut répéter toujours la même chose. Vous les voyez, les ocnophiles, enfin, il y a en gros la moitié de la population, vous les voyez, par exemple, quand il y a une nouvelle attraction à la foire, par exemple, et les gens, ils vont regarder la nouvelle attraction, et puis ils vont retourner sur leur petit manège ou les autotampons qu'ils font depuis qu'ils ont 5 ans, donc ils connaissent bien. Voilà. Ça, ils ne veulent pas prendre de risques. Et parfois, les ados, dans les conduites à risque, sont des ados qui dénient le risque et qui s'accrochent à ces conduites parce que pour eux, il n'y a pas de risque, et que prendre le risque, ça serait justement d'arrêter. Ça serait justement de ne plus consommer. Alors là, il y aurait un risque. Ils ne savent pas lequel, mais pour eux, ça serait ça. Et puis vous avez les conduites de risque, qui sont des conduites où c'est justement là le risque est important. Je vais consommer de l'adrénaline, je vais provoquer des choses. Et alors, Balint les appelait des philobates. Les philobates, ce sont ceux qui vont, par exemple, aller voir une nouvelle attraction, une nouvelle grande roue quelque part, et qui vont se précipiter pour vite monter dessus. Alors, ils vont bien ensemble, les ocnophiles et les philobates. Le philobate, lui, il expérimente, l'autre, il regarde. Il ne se dit pas, j'aimerais être à sa place, non, parce qu'il n'a pas du tout envie. Voilà. Donc, vous avez un qui adore le risque, et tout ça. Alors, quand vous êtes devant un ado philobate, si vous lui dites, attention, il y a des risques à faire ça, ben, vous allez provoquer les choses.